Alternatifs qui marchent à l'alcool, à l'eau et aux déchets recyclés. Des carburateurs qui peuvent faire des centaines de kilomètres avec 3 ou 4 litres d'essence. Des moteurs électriques ou magnétiques qui peuvent tourner indéfiniment. Vous ne les connaissez pas parce que s'ils venaient à être utilisés, les compagnies pétrolières ne feraient plus d'affaires. Le principe du moteur à explosion est périmé depuis plus de 50 ans. Mais à cause des cartels pétroliers et d'une réglementation malhonnête, nous sommes obligés partout dans le monde d'utiliser de l'essence depuis plus d'1 siècle. Ces grandes entreprises sont les premières responsables de la pollution de l'eau que nous buvons, de l'air que nous respirons et de la nourriture que nous mangeons. Elles ne se soucient pas du monde qu'elles détruisent, mais seulement de l'argent qu'elles gagnent en le détruisant. Combien de marées noires pourrons-nous supporter? Des millions et des millions de tonnes de pétrole détruisent les océans et les nombreuses formes de vie qui s'y développent. Parmi elles, il y a le plancton, qui fournit 60 à 90% de l'oxygène de la Terre. C'est sur lui que repose tout l'écosystème marin qui forme la base des ressources alimentaires de notre planète. Mais le plancton est en train de disparaître. Je me suis dit, allons nous installer dans un autre pays, quelque part dans le monde. Et en cherchant un peu, je me suis rendu compte que ces gens se débarrassaient de leurs déchets toxiques dans le monde entier. Ils contrôlent la législation et en fait, ils contrôlent la loi. La loi dit « Aucune société ne peut être condamnée à une amende supérieure à 25 000 $ par jour. » Si une société gagne 10 millions de dollars par jour en déversant des poisons mortels dans l'océan, il n'y a aucune raison qu'elle cesse ces pratiques. Ils influencent les médias, comme ça ils contrôlent notre esprit. À leurs yeux, c'est un crime de manifester pour se défendre. Et quand nous le faisons, on nous traite d'idiots et on se moque de nous. Nous sommes en colère parce que nous sommes atteints sur le plan génétique et biologique. Et nous n'en sommes même pas conscients. Malheureusement, cela affectera nos enfants. Quand nous allons travailler tous les jours, nous voyons juste sous notre nez des gaz nocifs s'échapper de notre voiture et de la voiture qui est devant. Ces poisons s'accumulent petit à petit dans notre organisme et nous tuent lentement, même si nous n'en voyons pas les effets. Combien d'entre nous auraient cru, il y a 20 ans, que certains jours, nous ne pourrions pas voir à 15 mètres devant nous? Que nous ne pourrions pas respirer à fond tant l'air serait chargé de gaz nocifs? Que nous ne pourrions pas boire l'eau du robinet et que nous serions forcés d'acheter de l'eau en bouteille? On nous a enlevé le droit de jouir des biens les plus élémentaires que Dieu nous a donnés. Malheureusement, la réalité est tellement sinistre que personne ne veut en entendre parler. On m'a demandé ce qu'on pouvait faire. Je pense qu'il nous faut une assemblée responsable qui puisse défendre nos intérêts plutôt que ceux des grandes entreprises. Cette assemblée doit interdire l'introduction dans notre environnement de tout ce qui n'est pas parfaitement biodégradable ou chimiquement neutralisable en cours de production. Finalement, tant qu'on pourra faire du profit en polluant la Terre, les entreprises et les individus continueront à faire ce qu'ils veulent. Nous devons obliger ces entreprises à opérer avec le maximum de sécurité et de sérieux, sans jamais perdre de vue nos intérêts, afin que si elles manquent à leurs obligations, nous puissions récupérer nos ressources et en faire ce qui nous semble juste en notre âme et conscience. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 15, épisode 42. Cette semaine, émission angoisse, soulèvement et trou dans la terre. Il y a un Derrick dans notre jardin, il y a un pipeline chez notre voisin. C'est la folie qui salit le pétrole. C'est pas de l'or blanc, c'est de l'or noir et ça fait des pétrodollars. Il n'y a pas que des bidons dans le pétrole. Bref, vous l'aurez compris, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est les mieux que les autres. Et non, mon cher Thibaut, c'est plutôt une vieille rengaine d'il y a plus de 10 ans que disait un ancien présentateur à chaque émission. Et oui, En attendant Godard, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Et donc au programme ce soir, vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Johnny Hallyday, précédé d'un extrait du plus grand film écologiste de tous les temps, Terrain miné de Steven Seagal. Produit par Steven Seagal, avec Steven Seagal. Écrit, produit, scénarisé et Michael Caine. En méchant. Donc voilà, un film écologiste, car donc évidemment nous allons parler d'écologie à l'occasion de la sortie prochainement dans les salles françaises de Sabotage, a.k.a. How to Blow Up a Pipeline de Daniel Goldhaber. Ensuite, nous parlerons de Asteroid City de Wes Anderson.
Et enfin de Sisu, de l'or et du sang de Jalmari Elander. Et pour parler de ce jeu au programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, dans son plus beau maillot marocain, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Magnifique maillot du Raja Club Athlétique. Raja Casablanca, voilà. Voilà, magnifique, très beau celui-là. Ah, sans sponsor et tout, je suis bien content. Tu le mets pas assez souvent, je trouve. Il est pas mal. Hein. Ah ouais. J'aime même la couleur. Il m'a valu quelques petits soucis à l'aéroport, mais Ouais, ça, c'est au Maroc. Et sinon, à notre droite, il est complètement shooté. Il y a le docteur Erwan. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Donc voilà, le docteur Erwan qui maintenant vient défoncer dans l'émission. Ouais. Après son passage chez le dentiste. Ouais, j'ai des problèmes de dents. Et voilà, ça arrive. Hein, ça arrive Vous saurez tout. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous, tu sais. Eh oui. Mais donc, avec nous également de retour dans l'émission, il y a Justine. Bonsoir, Justine. Bonsoir. À la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a Valentin. Bonsoir, Valentin. Bonsoir. Voilà, avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Alors, les agendas et les news avec Thibaut, on aurait été très heureux de vous annoncer une belle nouvelle dans le carnet rose, mais bon, visiblement, ça fait une semaine qu'un enfant se fait attendre encore et encore, et donc ce ne sera pas encore pour cette semaine qu'on pourra faire le carnet rose. On garde nos portables Voilà. quand même à de proximité. la prochaine naissance d'une jeune fille qui devrait s'appeler normalement Valérie Beyoncé. Et voilà. On espère. Oui. Mais vous saurez tout la semaine prochaine, docteur, si d'ici là, elle s'est décidée à accoucher. Oui. Mais donc, bref, sinon, pas de carnet rose, donc repartons sur le fil du cinéma. À partir de demain, au Ciné TNB et à la Parcheminerie, c'est le festival Obscura jusqu'à samedi soir prochain, donc festival du cinéma argentique et de toutes les questions qui traitent donc, du cinéma argentique à l'ère du numérique, justement. Donc voilà, ce sera différents événements, colloques, rencontres, projections, donc, au TNB et à la Parcheminerie. Sinon, ce dimanche, au cinéma Arvor à 18h, si vous avez envie de finir la semaine en beauté, il y a la projection de House en version restaurée de Nabuhiko Obayashi, film totalement taré. Film de zinzin. Film de zinzin, effectivement, on peut le dire, docteur, et un film absolument merveilleux et incroyable. Donc, si vous avez la chance de pouvoir le voir en salle, foncez, parce que clairement, ça vaut le détour. Hein. C'est vraiment pour finir en apothéose votre semaine. Sinon, dans les sorties nationales, demain, qu'est-ce qui sort ? Il y a le nouveau Indiana Jones, réalisé par James Mangold. Voilà, et Indiana Jones, c'est le quadrant de la destinée. Évidemment, ça va vérifier avec la team demain, bien évidemment, parce qu'il y en est. Hein. Avec Mads Mikkelsen. Avec Mads Mikkelsen en Asie. Parce qu'il est danois, donc c'est un peu assimilé danois. Bon, en même temps, on va parler de nazis qui parlent anglais aujourd'hui. Donc, oui, vous savez, on n'est plus à ça près. on Hein. est plus à ça près. Donc voilà, le nouveau Indiana Jones, le dernier avec Harrison, bien évidemment, parce qu'il est quand même plus tout jeune. Hein. Mais bon, voilà, on a quand même un peu excité, parce que c'est Indiana. Voilà. On sait jamais. James Mangold. Voilà, aussi. James Mangold, un garçon fiable, quand Oui. même, on peut le dire. En garçon pas fiable, Xavier Jeance sort son... Un commentaire. C'est le cas de le dire. Voilà. Donc sort son nouveau film Farang, un film de tape et de bagarre en Indonésie. Donc là, apparemment, vieux projet pour Xavier Jeance, qui apparemment a mis des années à écrire cette histoire de mec qui se tape dessus. Voilà, pourquoi pas. J'aime bien les gens qui se tapent en Indonésie. J'ai plus confiance, on va dire, dans le principe que dans Xavier Jeance, mais sait-on jamais. Au revoir. À voir. Il y a des acteurs français là-dedans ? Non, je crois pas. Ouais, donc c'est Donc peut-être déjà pas trop mal. un point Alors, positif. peut-être alors. Peut-être qu'ils joueront mieux que d'habitude. Ah, ouais. Voilà. Sinon, dans un tout autre genre aussi, il y a le nouveau film de Nanni Moretti qui a été à Cannes, Vers un avenir radieux, donc de et avec Nanni Moretti encore. Voilà. Sinon, il y a un film, un documentaire qui était passé sur Arte il y a 5 ou 6 mois qui s'appelle How to Save a Dead Friend, un documentaire super chouette qui pue la santé sur des gens malades en Russie et qui vont mourir. C'est bien, hein, c'est vraiment ça a l'air funky. sympa. C'est funky pour l'été. Il y a aussi le nouveau film de Ira Sachs, Passage. Passage comme un passage, hein, pas comme des gens passage. Sinon, j'imagine encore pour rigoler, le nouveau film de Faye Sakin, Rheingold. Qui a l'air de moitié violent. Hein, Déjà que son dernier film qui était absolument putassier et complaisant, qui s'appelait Glove, sur un tueur en série à Munich dans les années 70, c'était crapoteux et dégueulasse comme tout. Ça a l'air un peu moins crapoteux. Il Ça a l'air d'être revenu un peu crapoteux. sur ses Truc un peu plus trucs un peu sociaux. Oui, voilà, c'est ça. Bon.
Et sinon, pour vous les cinéphiles, donc la semaine dernière, je vous ai dit qu'il y avait le nouveau film avec Didier Bourdon, 38,5 et les Orfèvres. Et bien cette semaine, c'est l'autre gros du cinéma français qui revient. J'ai vu la bande-annonce. C'est Christian Clavier avec Les Vengeances de Maître Poutifard, réalisé par Pierre-François Martin Laval, PEF, donc des Robin des Bois, toujours dans les mauvais coups après les profs et autre genre de choses. On est un peu curieux quand même, on peut dire. C'est vraiment comme le Splendide. C'est-à-dire, t'as Marina Foïs d'un côté, puis t'as PEF de l'autre, quoi. Voilà, il y a Balascope, il y a Clavier. Voilà, voilà. Mais voilà, pourquoi pas. En plus, j'ai pas encore vu 38.5, donc ça sera peut-être l'occasion de faire un double programme, un super après-midi de rigolade et de détente, docteur, car on en a bien besoin par les temps qui courent. De gauloiserie, oui, voilà. Exactement, de gauloiserie, on en a besoin. De truculence. De truculence. Voilà, ça doit truculer, je pense que ça trucule. Je vous rappelle que cette année, nous aurons le premier film avec Clavier et Bourdon, une comédie dans le Bordelais. Autour du vin. C'était ça ou dans le Charolais, de toute façon, c'était l'un ou l'autre, de toute façon. Ah, je sens que Thibaut... En fait, c'est un remake du film de Ridley Scott avec Russell Crowe. Une grande année. Alors, attends, moi, c'est le film de Ridley Scott que j'ai le plus vu, je pense. Voilà, avec Didier Bourdon, avec Didier Bourdon, avec Russell Crowe, Crowe, avec Marion Cotillard, Valéria Bruni-Tedeschi, voilà, qui se passe dans le Luberon. Autant pour moi. Qui se passe dans le Luberon parce que ça fait une quinzaine d'années, même plus que ça, que Ridley Scott a son propre vignoble dans le Luberon. Et donc, il avait tourné à 10 km du sien pour pouvoir... Quelle vieille feignasse. Exactement. Ah non, le projet d'une grande année, c'est génial. Il a un pote qui était écrivain et s'est dit ça te dirait pas de faire genre un bouquin qui se passe dans un vignoble en France, comme ça, moi je te rachète les droits, et puis on fait le film, et puis comme ça on tourne à côté de chez moi. Et puis comme ça, je vais demander genre à mon gros pote Russell si ça te dirait pas de venir passer 3 mois picoler du vin et fumer des cigares. Et pendant ce temps-là, en plus, Russell Crowe, on a profité pour faire des clips avec son propre groupe sur le tournage. Ouais, bref, win-win-win situation. Triple win. Et voilà. Bref, formidable, une grande année. Moi, j'aime beaucoup. Ça ne m'étonne pas, espèce de pervers. Plus belle scène de parking de l'histoire du cinéma. Ah ouais. Peut-être. Oui, conduit une Smart, une Mini sur du Alizé. Sur du Alizé. En accéléré. En accéléré. Il faut le voir pour le croire. Ah oui, ça c'est formidable. Hein. Oui, mais Ridley Scott, c'est Blade Runner, c'est Alien. Oui, mais c'est aussi une grande année. N'oublions jamais. Pardonne, mais n'oublie jamais. Bref, formidable. Un film à revoir avant l'été, car c'est vraiment un esprit estival et de fête. Oui. De gauloiserie. De gauloiserie, de truculence, forcément. De camaraderie. Bref, sans transition, nous allons parler de toute autre chose. Et donc, nous allons passer à la section critique de cette émission. On va se demander si on a un avenir. J'ai cherché ton visage au détour d'une rue, espérer des mirages au milieu des rues, et sur les bords parfaits, et sur les bords parfaits. Cachant dans
En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était bien évidemment Syndrome 80 avec Avenir, extrait de leur album sorti il y a quasiment un an, tout pile, Prison Imaginaire. Quel son de guitare. Exactement, bravo Mitch, bravo Jackie, bravo Damien. Donc, je me suis quand même retenu de ne pas passer pendant un an du Syndrome 80 alors qu'on a passé à chaque émission une chanson de punk français, on va dire récent, donc voilà. J'ai fait quand même des efforts pour pas trop les passer, donc... Voilà, Syndrome 80, donc, et d'avenir, il en est question peut-être plutôt de manque d'avenir dans Sabotage, aka How to Blow Up a Pipeline de Daniel Goldhaber, qui sort dans 2 semaines en France, à Rennes, je ne sais pas quelle sera la distribution en salle du film. Ça sent le 10 copies France, ça. Qui est donc un film de fiction basé sur la non-fiction, sorti il y a 2 ans et écrite par Andreas Malm, donc un mélange entre la non-fiction et puis un essai. Andreas Malm, donc c'est un Suédois, qui est considéré comme Naomi Klein, un des théoriciens les plus importants du changement climatique, en tout cas sur les 10-15 dernières années, ce qui est quand même pas rien, parce que Naomi Klein étant elle-même une grande théoricienne et une grande penseuse des changements sociaux et climatiques, on va dire, dans le monde contemporain, dans le monde du post-néolibéralisme, on va dire. Et... donc, non-fiction essai qu'elle a fictionnalisé par Daniel Goldhaber et ses co-scénaristes, où en fait ils reprennent vraiment à leur compte le sous-titre du livre de Malm, qui est Learning to Fight in a World on Fire, et qui donc va nous présenter une galerie de personnages, on va dire, assez jeunes. Ils ont entre, on va dire, 18 et 25 ans à peu près, 18-30 ans. 30 ans, plutôt, Dwayne, voilà. Celui qui attend un enfant, peut-être 30 voilà, ans. entre 18 et 30 ans, mais en tout cas vraiment des millennials, comme on dit. Des jeunes dandins, quoi. Exactement, et qui donc sont confrontés à la même angoisse que nous-mêmes. La même éco-anxiété. Exactement, l'éco-anxiété, et que faire pour lutter justement contre cet état de fait d'un monde qui se barre en couille. Eh bien, il n'y a pas 36 solutions, c'est un peu le propos du livre et aussi qui est le propos du film, qui est donc de verser dans ce qu'on appelle maintenant l'écoterrorisme, ou tout simplement le militantisme et la propagande par le fait. Et donc il décide de se réunir et de faire sauter un bout de pipeline dans un désert du Texas, en prenant toutes les précautions possibles pour que justement il n'y ait pas de marée noire dans le désert qui s'y mène, mais de faire un geste radical pour justement stopper la production du pétrole dans une partie du pays, alerter, on va dire, à la fois les pouvoirs publics et aussi sensibiliser le grand public de manière générale par une action radicale, accompagnée de manifestes, accompagnée, on va dire, de tout un happening artistique presque autour de ça. Et donc le film, moi c'est, je trouve, une de ses limites, qui est à la fois radical et jusqu'au boutiste dans le fond, dans son propos, mais qui a une forme qui n'a pas la radicalité, on va dire, de son propos, qui emprunte plutôt justement des atours formels, on va dire, beaucoup plus classiques, beaucoup plus agréables, on va dire, pour des gens qui ne seraient pas forcément habitués à la fois à des discours radicaux comme ça, à la fois en termes de cinéma et en termes de politique tout simplement. Alors je sais que Justine ici, comme c'est une intellectuelle qui fait bien son travail, a lu une partie, enfin tu as commencé à lire le bouquin de Malm, mais qu'est-ce que tu peux un peu en parler avant qu'on rentre peut-être dans le vif du film? Ouais, bien sûr. Justement, c'est peut-être intéressant de le replacer dans son contexte, qui est un contexte d'adaptation d'un essai. Donc, c'est-à-dire d'une pensée théorique qui se met en mouvement comme ça au fil du livre. Le réal essaye, on va y revenir, je partage d'ailleurs ton avis, mais tant bien que mal, de mettre de la narration là-dedans. Un récit vraiment construit. Donc le bouquin de Malm, il se décompose en 3 parties. Donc j'ai lu la première partie, c'est un essai assez court qui fait 200 pages à peu près. Donc la première partie s'attarde vraiment. Qui est sorti en France. Qui est sorti en France aux éditions de La Fabrique. On pourra peut-être y revenir parce qu'il y a malheureusement il a une presse qui ne lui porte pas justice de parler des derniers événements qui sont liés au soulèvement de la Terre. Mais dans la première partie, s'attarde vraiment à déconstruire le mythe du pacifisme et du fait que le pacifisme peut fonctionner quand il s'agit de militantisme et d'urgence sociale, et là en l'occurrence climatique. Oui, qui sont à son les discours médiatiques assez classiques et politiques. Absolument. Du fait que
que la violence ne serait jamais une réponse, jamais une solution, alors que bon, quand même, l'histoire de manière générale a prouvé que les luttes non violentes sont vouées à se faire réprimer dans le sang. D'ailleurs, c'est convoqué, hein, ce côté du pacifisme est convoqué littéralement au sein de dialogues dans le film. Dans le groupe, tout à fait. Mais c'est justement, lui, Malm, déconstruit vraiment le mythe et comment l'histoire aussi a créé du mythe autour de récits qui ne sont pas autre chose que ce qu'il appelle le pacifisme stratégique, qui sont en aucun cas violents. Par exemple, donc, il prend évidemment Gandhi. On tente de faire croire que c'était du pacifisme. C'était pacifiste, mais c'était pas non violent. Exactement. Et lui montre à quel point la violence peut avoir un intérêt. Peut-être l'écueil qu'on peut lui faire, c'est là, il nous montre pas totalement comment se jouer. Enfin, comment faire une fois que la violence est advenue, comment elle va être réceptionnée. Mais en tout cas, le bouquin vaut pour thèse théorique, évidemment, absolument magistral, qui n'a pas été trop faite ces dernières années, qui date peut-être d'une littérature plus ancienne qu'est la littérature de la fiction. Je pense notamment à l'écrivain anarchiste de droite Édouard Abbé, qui est l'un des grands penseurs de l'anarchisme écologique aux États-Unis. Mais voilà, ce ne sont pas des questions qui sont fondamentalement traitées de cette façon. Et là, Malm apporte, lui, un regard beaucoup plus neuf, je trouve, sur ce qu'est la violence et sur ce qui est l'intérêt de la violence au sein de contextes militants. Est-ce que c'est que de la violence matérielle ou est-ce que c'est aussi violence... Non, justement, il parle des deux principes de violence à la fois contre les infrastructures, mais aussi contre les êtres humains. C'est pas le même régime de violence, quand même. Absolument. Et sur ce dernier point, il est beaucoup plus partagé. Et en tout cas, il n'y a aucune... on va dire aucune envie d'aller vers cette violence-là. Et je renvoie par ailleurs, il y a un contrepoint de son bouquin qui est sorti dans le Guardian. L'auteur, c'est Georges Mimbaud, si je ne m'abuse, qui est un Anglais, qui fait partie d'Extinction Rebellion, donc qui est pour le coup pas de la jeune génération, mais plutôt ancienne. Enfin, Extinction Rebellion n'est pas une entité ancienne, mais lui est plutôt vieux. Mais voilà, il part du principe que le bouquin a ses limites, dans le sens où il montre pas ce qui va advenir de la violence, enfin ce qui peut advenir de la violence physique faite à autrui. Et en ce sens, l'ouvrage, le papier est vraiment très intéressant. Si on peut lier... On connaît le destin de la violence physique sur autrui, c'est une réaction en face des États qui est beaucoup plus importante. Exactement. Avec un système de répression de manière générale, d'enfermement de la population. Oui, puis il y a la question de la culpabilité. Enfin, je veux dire, quand tu passes de détruire une infrastructure à aller tuer quelqu'un, à mon avis, c'est pas du tout la même chose d'un point de vue, même pour toi-même, pour ta propre morale. Quoi. Quand bien même tu peux être extrêmement militant. Tu vois ce qui arrivait à Baader-Meinhof, à l'IRA. Voilà, c'est parce que la violence a aussi prouvé son échec. Enfin, je veux dire, les brigades rouges, la fraction armée rouge, l'Allemagne et l'Italie, j'ai pas bien l'impression que ça soit devenu des pays révolutionnaires entre-temps, quoi. Mais c'est, en tout cas, il y a ce côté-là est quand même mis en lumière dans le livre. Il prend quand même des précautions. Il fonce pas tête baissée. C'est une contradiction qui est difficile à résoudre, de toute façon. Bien sûr. Mais voilà, lui propose, en tout cas, la première partie extrêmement intéressante d'un point de vue aussi historiographique de ce qu'on a fait de l'histoire, comment on a écrit sur l'histoire, quel filtre elle a passé à travers notamment les médias, les journalistes, comment on a voulu la tordre. Lui remet un petit peu les choses en contexte, se dire que non, c'est pas tout à fait noir et blanc, peut-être essayons d'instituer un petit peu c'est lié aussi de toute façon à toutes les luttes anarchistes et puis syndicalistes du début du siècle dernier, où justement la question de la violence et de la résistance des syndicats et des ouvriers contre la mainmise des patrons et de l'État la notion de sabotage, de production, la notion de sabotage justement aussi, des sabotages qui étaient importantes au début du XXe siècle. Comment est-ce que ça a été redétourné pour que justement le capital de manière générale arrive à récupérer l'affaire et la prendre donc à son compte. Et pour finir juste là-dessus, l'exemple parfait que lui prend, c'est celui des suffragettes, évidemment, au Royaume-Uni, qui est hyper parlant à ce titre-là. Mais si on peut lier... En fait, il est difficile de lier vraiment le livre au film il y a des bouts de théorie qui se retrouvent dans le film, du coup, notamment dans les dialogues, dans les discussions dans le groupe. Tout à fait, mais après, c'est tout travail d'adaptation d'un essai théorique, d'une pensée théorique,
en narration, en récit. C'est ce que lui a voulu faire, en prenant évidemment des libertés, mais dans les passages dialogués, évidemment, c'est là le plus facilement transposable littéralement. Et en essayant de montrer justement un microcosme de personnages qui viennent d'horizons différents et de classes sociales différentes. Je pense que ça, c'est le point fort du film, qui à un certain moment peut faire penser à Reservoir Dogs. Le fait que ce sont des gens qui ne se connaissent a priori pas vraiment, une voire pas structure du tout. avec des flashbacks qui vont présenter les personnages au fur et à mesure. Ça, c'est, je pense, là où il est très malin dans sa mise en scène, c'est là où, vraiment au niveau du montage. Si je ne m'abuse, c'est peut-être lui-même le monteur, d'ailleurs, de son film, je ne sais plus. Mais quand bien même, il présente du coup une panoplie de personnages qui n'ont a priori pas vraiment rapport, en tout cas qui se connaissent peu, on le sent. Et les moments de flashback où on nous les présente plus en profondeur, en fait, ne reviennent pas fondamentalement sur leur histoire, donc ne mettent pas un peu plus de larmes, de pathos. Exactement, mais les présentent factuellement le pourquoi ils en sont arrivés là. Ce que moi je trouve extrêmement malin, parce que justement ça rend le montage un petit peu didactique parce qu'on en sait plus, mais dans le même mouvement, on n'est pas là pour avoir du pathos. Et poussé à avoir des faits que du pathos. Tout à fait. Même si, il faut le reconnaître, ces moments de flashback interviennent à des moments dans le film où il y a des cliffhangers. Voilà. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage de s'être un petit peu plié au code du langage américain, du langage cinématographique américain. Ou télévisuel. Vraiment... Mais ouais, c'est là où, pour le coup, c'est à la fois un peu dommageable, mais où c'est malin, c'est que plutôt que de prendre une forme ultra radicale, ils préfèrent investir des formes qui vont d'ailleurs seront plus facilement plébiscité par un jeune public qui est justement en prise avec ce genre de questionnement. Mais ça il l'a expliqué, qu'il avait vraiment justement envie de pouvoir parler à un public assez large, quitte à ce qu'il y ait débat après dans le public, puisqu'il a envie que son film soit vu évidemment. Mais parce que le film s'y prête à ce genre de... Tout à fait. Mais ce qui est aussi intéressant, et ça rejoint cette question du montage là, c'est qu'on sent quand même qu'il emprunte les codes du film de gangster, d'un thriller vraiment de braquage. Et en ce sens, ça crée quand même une forte tension dans le film. Oui, c'est monté on comme pourrait un film a priori de casse, ne pas pressentir. Et là, je trouve ça vraiment bien amené. Thibaut. Oui, pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, moi je trouve que cette forme du flashback et de présenter tous les différents personnages de manière factuelle, donc dénuée de pathos, moi je trouve que du coup ça contribue à la radicalité du propos politique du film. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que le film a une ligne directrice et jamais il ne va dévier de cette ligne directrice. Donc là, rien que là, c'est un tour de force qui est absolument incroyable. Alors certes, il y a des petites faiblesses par rapport, mais parce que c'est ultra difficile, mais l'adaptation donc du coup d'une théorie, comme tu le dis Justine, par des lignes de dialogue, ça fait didactique, ça fait un petit peu facile, mais peut-être est-ce le seul moyen de faire ça. Mais je trouve que c'est intéressant parce que il convoque du coup un film de gangster ou un film de casse, de préparation de casse. On peut penser à Stanley Kubrick par exemple. Avec The Killing en français. L'Ultime Razzia, merci. Avec l'Ultime Razzia. Il convoque aussi une narration éclatée, on va dire post-moderne, que Tarantino, par exemple. Voilà, que Tarantino a beaucoup utilisé. Et donc, du coup, que le public est habitué à ce type de narration-là. Et je trouve que ça sert en fait le propos politique dans le sens où on traite vraiment d'une espèce de convergence des luttes. Alors, certes, on est sur des trajectoires peu ou prou similaires dans le sens où on est sur des personnes qui sont américaines, classe laborieuse, plutôt jeunes, galériennes, vraiment galériennes. Donc à ce titre-là, voilà, c'est peut-être une petite faiblesse, peut-être que les trajectoires des personnages auraient gagné à être un petit peu plus différentes, mais néanmoins, elles sont suffisamment diversifiées. On va parler d'une maladie, on va parler d'une famille qui a peur pour l'eau qui va couler dans son robinet, on va parler de médicaments. Donc voilà, ça rejoint, et il y a une espèce de convergence des luttes qui, je trouve, renforce le propos politique. Alors certes, dans la mise en scène, il y a des choses, il y a quelques facilités. Alors il y a les facilités de dialogue et puis il y a les facilités notamment en tant que gestion de la profondeur de champ. Les profondeurs de champ avec les usines derrière, voilà, ça fait. On l'a déjà vu, c'est ultra efficace, certes,
mais ça fait un petit peu gros sabot. Un petit peu système répété en plus, parce que ça apparaît souvent. Ouais, ça apparaît souvent. Pourtant il a voulu utiliser la pellicule justement pour garder ce grain-là, pour avoir une image qui n'est pas lisse. Et finalement, dans ses choix de cadrage ou dans ses choix de profondeur de champ, et c'est pas toujours, c'est pas toujours effectué, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est un petit peu dommage, mais en attendant, tout cette espèce de décorum formel fait que le film est accessible. Le propos est ultra radical et pourtant le film est ultra accessible. Et ça, je trouve que le tour de force est palpable et surtout est ultra valable parce que, alors certes, le film va sûrement être mal distribué. Néanmoins, il y a de la pub, de la mauvaise pub liée à ce qui s'est passé avec les soulèvements de la Terre. Pourquoi est-ce qu'il y a de la mauvaise pub ? Parce qu'en fait, les soulèvements donc Darmanin a dissous les soulèvements de la Terre et dans le procès-verbal de dissolution de l'association, il y a le bouquin est cité comme un vecteur de terrorisme, d'éco-terrorisme. Terrorisme intellectuel. Donc il y a peut-être un petit autodafé qui se prépare pour bientôt. Quoi, voilà. Une fois qu'il en aura terminé avec Extinction Rébellion, qui seront probablement les prochains à se faire dissoudre. Donc le film est hyper. Donc le film peut trouver son public parce que la forme est ultra efficace et deux. Il y a cette espèce de pub dont peut-être il serait bien passé, mais elle existe. C'est un bouquin qui est en train de devenir une espèce de anarchiste cookbook, ce fameux bouquin qu'il y avait dans les années 60-70 et qui était associé au terrorisme d'extrême gauche. D'autant que dans le film, tu as quand même ce truc relativement sympa qui est un genre de tuto pour faire des bombes artisanales. Et après, il y a un truc qui est incroyable dans le film, c'est qu'on est sur un film. Bon, à la fin du film, alors la fin est peut-être. C'est peut-être un film de petit malin, quoique. Mais le film, en aucun cas, est pessimiste. Moi, je me disais à la fin, sans trop divulgacher le truc, mais tu dis « Ah, putain, bon, tant pis ». Et en fait, il y a des petits retournements de situation qui font que le film n'est en aucun cas désespéré et même est optimiste et te donne envie de te soulever. Et ça, alors c'est vrai que souvent... si on compare, par exemple, à des films... mais que souvent, les films, soit sur l'engagement, par la propagande, par le fait, ou par le terrorisme... En général, historiquement, c'est des histoires qui se finissent pas très bien, en général. Mais que tu prennes Fassbinder, que tu prennes Bellocchio, que tu prennes Kelly Reichardt, par exemple, sont des films qui sont quand même plombants, qui sont désespérés. À part chez Adachi. Ce sont des films magnifiques, mais ils sont désespérés. Il y a un genre d'enthousiasme de la violence. Il y a Wakamatsu, tu vas me dire, oui, c'est vrai. Mais là, il y a une espèce d'emballement positif sur, en fait, t'as envie de te lever et puis d'aller regarder un petit peu... Et d'aller couler des yachts. Voilà, et par exemple, le plan de fin est absolument magnifique. C'est plutôt un genre de feel-good movie finalement. C'est un film positif. C'est un feel-good movie. En fait, derrière, c'est un feel-good. Oui, c'est un feel-good movie. Du moins, ça fait. C'est un feel-good movie situé d'ultra-gauche. C'est ça. Oui, bien entendu. Et bien justement. C'était Pascal Praud, t'aimes pas trop, j'imagine. Justement, il y a quand même un élément que je trouve hyper intéressant dans le choix de ces personnages et la caractérisation qu'ils ont chacune. C'est le fait quand même de choisir. Donc, je pense le plus ancien, qui s'appelle Dwayne, qui est un acteur qu'on a pu voir dans It Follows un petit peu au début du film. Mais en fait, il choisit ce personnage qui est vraiment le redneck. Tu sens quand même le milieu conservateur texan, le mec pro-armes, famille, patrie, tout ça, et propriété privée, quoi. En fait, le mec, on veut installer ces serpents d'acier qui sont les pipelines sur son terrain, donc évidemment, il refuse à la base parce que c'est sa propriété privée. Et finalement, dans le film, découle quand même pas une forme de sagesse de sa part. Mais à la base, ça reste quand même un personnage un petit peu... quoi. Voilà, et aux idées vraiment conservatrices. Le fait quand même de le faire intervenir là dans ce groupe, même si ce n'est pas lui le leader, d'ailleurs il n'y a pas vraiment de leader, ça c'est assez chouette. C'est peut-être aussi parce qu'aux États-Unis quand même il y a tout le truc avec les libertariens où c'est très très varié en fait, et où tu as des libertariens écolos, il y a toujours ce côté à la fois conservateur mais qui peut sembler bizarre quand tu es européen parce que nous c'est complètement divisé en fait. Les libertariens, il y en a beaucoup qui sont quand même des bons gros fils de pute. Bien sûr. Des gens qui kiffent Ayn Rand, déjà c'est des gens qui sont pas fiables. C'est justement un nouveau visage là dans le paysage artistique, en tout cas cinématographique, qu'on n'avait pas vu, comme je disais tout à l'heure, depuis Le Gang de la Clé à Molette ou Désert solitaire d'Édouard Abbé dans la littérature des années 70. Donc ça fait quand même un petit vent nouveau où on constate que des possibilités sont multiples, et ça fait, je rejoins Thibaut, ça rend la chose un peu plus solaire en fait aussi. Il y avait ça un peu en fait, mais dans plutôt ces
des écrivains de SF des années 60-70, Et Ursula Le Guin notamment. Et est-ce qu'il n'y a pas cette idée que justement l'écologie, c'est ce qui pourrait réunir ces États-Unis qui sont aujourd'hui hyper fracturés sur le plan politique, et que ça serait peut-être le truc qui permettrait justement à des gens qui viennent plutôt d'un côté conservateur. Il y a l'écologie et il y a la lutte plus, contre le grand capital. Ouais, je pense que ce serait peut-être plus une manière de les fracturer encore plus. Mais Après, je voulais savoir si le film partait sur cette direction-là ou pas du tout en fait. C'est encore une fois dans le choix des personnages dans le choix des personnages, on a quand même un panel donc il y a des femmes, il y a des personnes racisées, il y a un redneck, voilà. Ça reste évidemment dans une génération plutôt jeune, mais tu as quand même un panel de gens. Alors après, est-ce que c'est le choix un peu malin de se dire je prends un peu tout le monde, faisons collectif, tu vois. Tout le monde qui vient quand même des classes populaires. Parce oui, c'est le dénominateur commun de ces gens. Il aurait pu varier quand même, il aurait pu pousser les potards un petit peu plus. Mais est-ce que ça aurait pas rendu les choses un peu, comment dire, plus complexes, pas complexes, mais un peu plus difficiles à tenir, c'est-à-dire qu'avec des bourgeois qui se piquent d'écologie, mais est-ce que là il n'y aurait pas eu une caricature un peu fastoche justement du bobo Alors le bio, film n'est pas du tout cynique, le film reste très premier degré, il n'est pas du tout comme disait Justine, c'est un film qui est solaire. Après, il y a un mot faut peut-être en parler, mais le traitement sonore du film est démentiel. C'est impeccable. C'est démentiel. Mais encore une fois, c'est peut-être mais évidemment mes goûts personnels qui. Non, parce que je trouve la bande originale impeccable. C'est absolument mes goûts. Voilà, très éthéré, très métallique, mais en fait je trouve qu'elle constitue trop un élément majeur, mais je fais ce reproche à beaucoup de films contemporains, mais là j'irai pas jusqu'à dire cache-misère, mais en plutôt quelque chose qui englobe trop le propos et qui nous fait trop sentir la bulle anxiogène dans laquelle on est, alors que la mise en scène se suffisait à elle-même. J'entends la mise en scène sans cette bande sonore-là. Là, on vient rajouter quand même une couche de regardez comme c'est tendu, regardez comme le braquage, en l'occurrence le sabotage de la pipeline va peut-être mal se passer. Et ça, je trouve que ça rajoute une couche de plus qui n'est pas nécessaire, et ça fait qu'on garde du film le côté, je trouve, extrêmement factuel. On va regarder son propos, et moins sa forme, on va moins interroger sa forme. Même si je comprends et je rejoins Thibaut, le fait de choisir une forme assez populaire, parce que je pense que ça reste quand même des codes populaires, accessibles, et finalement c'est peut-être pas plus mal pour un petit peu inonder le marché, même si chez nous évidemment on aura à peu près 12 copies. Mais il y a Internet. Mais il y a Internet. Il y a Internet, ça marche. C'est vrai que le son est sur ordinateur maintenant. C'est vrai que ça rajoute un peu de pathos, alors qu'il y en a qui le refusaient avant. Donc. Mais bon, techniquement, le son est parfait. Techniquement, il est assez incroyable. C'est un premier film. Alors non, il avait fait un film qui s'appelle Cam, un film Netflix il y a, je dirais 4 ou 5 ans. Que le grand Simoni avait bien aimé. Ah oui. Dans des conversations, on a vu ça. Tout à fait. Dans le monde de la pornographie sur Internet. Voilà. Mais un film qui n'avait pas été très bien accueilli, je crois. Je ne l'ai pas vu. Oui, c'est pour ça qu'il y a Mais bon, le film est clairement à voir. Et clairement d'actualité. Sabotage, Autoblop Pipeline, si vous pouvez le montrer à vos petits-neveux, par exemple, n'hésitez pas. Je pense que ça va marcher. Donc de Daniel Goldhaber, et qui sort en France normalement dans 2 semaines. On va continuer à parler de Trous dans le sol et de films chorales, et on va parler de Crasse. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était bien évidemment Napalm Death avec Scum, extrait de leur premier album en 1987. Et je rappelle que le guitariste donc sur ce morceau, Justin Broderick, à l'époque avait 13 ans. C'est quand même incroyable. Quel groupe merveilleux, quel album formidable. Oh, l'exploitation des enfants quand même. Voilà. C'est lui qui les a exploités, c'est Saligo. Il les a harcelés pour jouer avec le plus grand groupe de grind et de death metal de toute l'histoire. Et donc de Scum, il en est peut-être question pas vraiment, c'est pas trop son style, dans le nouveau film de Wes Anderson, Asteroid City, qui est donc sorti la semaine dernière, qui, comme à son habitude, réunit la moitié des comédiens de la Terre pour apparaître 4 minutes. Donc, les vivants. Les vivants.
Oui, pour le Il moment. n'y a pas Bill Murray. Il n'y a pas Bill Murray. T'es sûr? Ouais. Oui. Je suis sûr qu'il a Ça apparemment doit pas aller double fort. fond. Je me dis que ça doit pas aller fort pour Bill Murray pour qu'il soit pas dans un Wes Anderson. C'est ça. Je me Donc, suis dit, oh là. film qui se déroule en 1955 dans un trou du cul de l'Amérique où il y a un gros cratère de astéroïde qui était là et toute une galerie de personnages qui vont évoluer autour, dans lequel Wes Anderson remet-il une fois encore en scène son petit monde de personnages. Docteur, vous avez vu le film? Oui. Est-ce qu'il renouvelle un petit peu son système de mise en scène, son système de narration, son dispositif? Moi, je suis un peu partagé là. Bon, après, moi, je pense que là, j'ai fait l'erreur un peu d'aller le voir cet après-midi en fait, et j'aurais peut-être dû aller voir, laisser un peu de temps passer sur le film. Parce que t'es quand même plutôt client du cinéma. Alors moi, je suis plutôt client, et dans le film, moi, il y a des trucs qui m'ont plu. Il y a des trucs qui m'ont plu. Alors moi, de toute façon, moi, je suis assez client sur les trucs de décor. Alors là, c'est tourné en Espagne, en extérieur. Mais en fait, toutes les montagnes rocheuses, c'est des maquettes avec des trucs d'optique, tu vois. Donc, t'as ce côté super artificiel qu'il y a toujours chez lui. Après, moi, j'ai trouvé qu'il y a des trucs, il y a vraiment des trucs pas mal. Il y a certains acteurs, moi, je trouve, qui tirent vraiment. Enfin, Scarlett Johansson, notamment, je trouve, tire vraiment son épingle du jeu dans celui-là. Et d'ailleurs, le couple qu'elle forme avec Jason Schwartzman, j'étais très content de revoir Jason Schwartzman. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Voilà. Alors, je sais pas si, toi, peut-être partage pas mon opinion. Si, complètement, mais c'est... Pour Thomas, je suis Jason Schwartzman. Ah oui, d'accord. Depuis que je le connais, il y ressemble. Ouais. Oui, tu l'aurais vu à l'époque, il avait les cheveux plus longs. Oui. Ouais, t'as pas encore le regard assez désabusé. Il te faut encore un peu plus de désabusage dans le regard. Tu es beaucoup trop enthousiaste, Valentin. Mais ouais, donc voilà, donc voilà, moi je suis toujours très content de voir Jeff Goldblum apparaître au détour d'un plan. William Dafoe. Voilà, William Dafoe. Voilà, quelque part, il y a une espèce de côté où tu es content de dire ah oui, ils sont encore vivants, c'est bien. Voilà. Et non, mais c'est le jeu des 7 familles. Ouais, c'est un peu le jeu des 7 familles. Par contre, alors après, autant la partie, on va dire désert en fait, avec donc l'histoire de ce groupe de personnages qui se retrouvent pour observer des phénomènes astraux et qui vont faire une rencontre du troisième type. Autant cette histoire-là, moi j'ai trouvé cette partie-là vraiment plutôt bien, quoi. Avec même de temps en temps des gags. Moi j'ai trouvé, notamment, il y a un gag qui m'a beaucoup plu où Scarlett Johansson joue le rôle d'une actrice et à chaque fois qu'on prononce son nom, il y a tout le monde qui chuchote en fait en hors-champ. Il y a tout le monde qui fait et moi ça m'a fait beaucoup rire comme gag. Moi, c'est le fait qu'il y a tout le monde qui il y a des réactions spontanées à chaque fois qu'on prononce le nom de cette actrice-là, quoi. Et puis moi j'aime bien, ce que moi j'aime bien chez Wes Anderson, cette espèce de mélancolie light, on va dire, voilà, de personnages qui ont spleen. Ouais, non, puis des personnages pas doués, quoi, des personnages qui n'arrivent pas à se démerder avec le deuil, avec le désir, qui sont toujours avec des problèmes de communication, avec des problèmes parents-enfants, tout ça. Et il y a plusieurs fois où il y a des espèces de petits moments comme ça où je trouve que ça fonctionne bien. Alors après, là où pour l'instant en tout cas, là, je suis un petit peu moins convaincu, c'est qu'en fait il y a une espèce de double histoire en fait, puisqu'en fait le film qu'on regarde, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre qui n'a jamais été montée. Alors c'est pas une vraie pièce de théâtre, mais c'est dans le film. Ça commence avec Bryan Cranston dans les années 50 qui nous dit que ce qu'on va voir, c'est en fait une captation d'une pièce de théâtre qui n'a jamais été montée. Et donc on voit en fait l'écriture de la pièce de théâtre en même temps qu'on voit l'histoire. Et l'écriture de la pièce de théâtre est montrée comme une pièce de théâtre. Donc il se lance dans le métatextuel. Ouais, alors quelque chose qu'il avait déjà fait un petit peu dans The Grand Budapest Hotel, avec le début, avec ce système de récits enchâssés les uns dans les autres. Et j'arrive pas trop à me décider sur cette partie-là. C'est-à-dire... parce que en fait j'ai trouvé que cette partie-là il y avait quelque chose d'un peu abscon en fait dans cette, c'est-à-dire que il y a des moments où je me dis où est-ce qu'il veut en venir avec ce truc et en fait je me suis demandé à un moment, je me suis dit mais est-ce qu'il me manque pas quelque chose en termes de références culturelles, parce qu'en fait j'ai vaguement senti que dans toute cette partie de théâtre en noir et blanc il y a une espèce de pastiche en fait du théâtre comment dire, méthode, tu vois, de la fin des années 50, du début des années 60. Et la manière dont les acteurs jouent, en fait, ils jouent d'une manière très appuyée, mais très appuyée, je sais pas comment dire ça, très appuyée années 50, théâtre moderne, quoi. Voilà, à la théâtre, Brando, quoi. Voilà, ouais, voilà, avec, ouais, alors il y a des... Paul Newman, quand il débute. Voilà, et c'est assez étrange, parce que autant le reste est très andersonien, là, il a l'air de vouloir aller de faire des trucs. Et alors,
il y a un autre truc par contre moi j'ai trouvé plutôt pas mal, c'est qu'il y a un truc sur le traitement de la bande sonore. Alors je sais pas si toi, Valentin, t'as remarqué ça, mais en fait, notamment dans des plans en split screen où le mixage sonore est pas du tout, l'enregistrement et la captation sonore est pas du tout la même entre le côté gauche et le côté droit. C'est-à-dire que t'as des effets de résonance à gauche, et pareil, t'as des trucs avec plein d'histoires avec des micros où les personnages n'arrêtent pas de se déplacer par rapport au micro et avec des espèces de variations sonores sur la reverb et tout ça. Et voilà, du coup, c'est un peu abscon. Gaspard Noé, il veut lui piquer l'idée pour son prochain film. Du coup, c'est vrai que je suis un peu partagé, c'est-à-dire que j'ai pas du tout détesté le film. Il y a des moments j'ai ri, il y a des moments j'ai même été touché, même si Wes Anderson, c'est toujours un peu compliqué de s'investir dans les personnages parce qu'il y a une espèce de distance. Mais il y a des moments, il y a une jolie scène de balcon avec un personnage dont on n'arrête pas de parler mais qu'on ne voit jamais dans le film, voilà, pour une raison, c'est qu'elle est morte, et on voit apparaître l'actrice qui aurait dû jouer le truc, mais dont la scène a été coupée. Laura Palmer. Et dans la réalité de la construction du fond de la fondation de la pièce, il y a une scène de balcon en fait entre Jason Schwartzman et je crois que c'est Margot Robbie, ou je sais, c'est Margot Robbie, je crois, qui joue ce rôle-là. Et je trouve que voilà, comme il y a une scène avec Liv Schreiber et son fils qui n'arrête pas de dire je te parie que, il y a une scène entre les deux, et en fait il y a des espèces de moments, moi je trouve assez touchants comme ça en fait, et en même temps il y a ce truc de théâtre un peu abscon, voilà, où là je suis pas du tout certain de ce qu'il essaye de faire, donc je suis un petit peu une folie bouliforme. Je suis un petit peu le cul entre deux chaises, entre deux os, pour tout dire, mais j'ai pas, voilà, je pense qu'il faut que ça mûrisse un peu, faut que ça infuse. Ouais, faut que ça infuse un petit peu, mais je conseille quand même d'aller le voir. Enfin, en tout cas, ça reste du Wes Anderson, pas de problème là-dessus. Très bien, merci docteur. Donc c'est Asteroid City de Wes Anderson, et dans un tout autre genre, donc on va passer vraiment à toute autre chose, mais comme disait le Dr Jones, les nazis ont ces gars-là. Effectivement, il y en a quand même un peu question donc dans Sisu de l'or et du sang de Jean-Marie Hellander, réalisateur qu'on avait connu il y a une dizaine d'années avec son excellent premier film Rare Export, Père Noël Origine en français. Très bon film de Noël. Et qui après avait enchaîné 3 ans après avec Big Game, film d'aventure avec un gamin, et Samuel Jackson dans le rôle du président des USA qui était pourchassé dans les montagnes par des salauds qui voulaient les tuer. Super chouette aussi. Ah ouais, c'est bien ça. Qui nous reprenait des codes d'un genre aussi, en les détournant, en les retravaillant un petit peu. Et là, donc, c'est à mi-chemin entre le film de guerre et le western, où, donc, on va dire, pendant la débâcle allemande, un vieux Finlandais cherche de l'or au nord du pays. Les nazis sont sur sa route. Il en trouve un sacré gros paquet de bâtards. Ouais. Les nazis tombent sur sa route, il se dit tiens, un vieux, on va genre le faire chier, le buter et lui piquer son or. Sauf que patatras, c'est l'immortel. Il se trouve qu'ils sont tombés sur le mec le plus badass au nord du cercle arctique. Comme dans un Steven Seagal, en fait, c'est Exactement. un mec genre faut pas le faire chier. Le meilleur tueur de sa partie, et qui donc va décider de tous les buter sans prononcer un mot jusqu'au dernier plan du film. Donc de manière assez méthodique, assez joyeuse, mais qui contraste un peu, assez ludique, avec les 25 premières minutes qui ressemblent à un vrai western où il n'y a pas une parole, où c'est sec, où vraiment le paysage est magnifié par son cadre et par son acteur principal, décor, qui est un casting de bâtard. Et après on tombe d'ailleurs sur des personnages de nazis un peu plus fantasques, en tout cas très méchants. Tout devient fantasque très vite, ça devient invraisemblable. Enfin, je veux dire, et moi j'avoue que j'ai beaucoup apprécié le fait que le mec essaye pas en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'anti-The Northman, c'est-à-dire c'est un mec qui fait un film qui essaye pas du tout de cacher le côté série B de son film, et au contraire il met ça sur le devant. Donc références tarantiniennes, nazis caricaturaux, avec tout un casting de sale tronche, comme ça faisait longtemps que j'avais pas vu un casting de sale tronche comme ça sur un seul film, et des péripéties complètement what the fuck. Il y a un avion. Alors, il y a tout. Il y a un avion, il y a une moto, il y a un char. Voilà, il y a un char. Je te coupe la gorge et je respire l'oxygène à l'intérieur de la gorge du mec, de ma victime. C'est ludique. Je renvoie des mines à la gueule des mines antipersonnelles à la gueule des mecs. En fait, c'est à dire que c'est à la fois réaliste et complètement improbable, complètement série B. Et moi, j'avoue que tout ce côté-là, parce que c'est pas mal filmé, hein. Oui. C'est bien filmé, c'est bien monté, les scènes d'action sont claires. Il n'y a pas de surutilisation du ralenti, par exemple, voilà, ou de choses comme ça. La musique est bien guitare électrique, voilà. On se dit ça va chier maintenant avec des titres de chapitres, et le titre du dernier chapitre c'est tuer-les tous, quoi. Et là tu dis ouais, tu vois. Enfin, il y a un côté ça vous parle. Ouais, il y a un côté bas du front, mais tellement assumé en fait
que ça en devient bien en fait, quoi. C'est-à-dire bas que du front sérieux. Ouais, bas du front. C'est-à-dire que c'est pas une parodie, c'est une sorte de pastiche en fait de film de bourrin à la Steven Seagal. Et l'acteur est super, quoi. Enfin, l'acteur qui jouait est, déjà dans les précédents films de Helander, et qui est un super acteur qui finalement dit pas un mot de tout le film. Et puis pareil, les nazis qui sont super, moi je trouve qu'ils sont méchants comme tout. Alors qu'ils parlent anglais, c'est très surprenant, mais en fait c'est que des acteurs finlandais, donc ça explique pourquoi ils parlent pas allemand. C'est une coprode entre la Finlande et puis et quelque part ça appuie le côté série B. C'est-à-dire le fait que les Allemands parlent, tout le monde parle anglais, sauf, voilà, on va pas divulgacher, mais voilà, tout le monde parle anglais. C'est très surprenant, il y a une espèce de décalage comme ça au début du film, où tu as l'impression de regarder un film italien des années 70, tu vois, où tout le monde parle la même langue, et tu te dis, mais normalement ils devraient parler des langues différentes, ils sont pas du même pays, tu vois. Et voilà. Who cares? Et moi j'ai beaucoup apprécié. Thibaut. Oui, c'est un vrai petit plaisir coupable. Moi, je trouve qu'il y a un petit côté même jeu pas vidéo. Même pas coupable, moi. Je trouve qu'il y a un petit côté jeu vidéo avec des péripéties, voilà, une espèce de jeu où en fait on passe d'un niveau à un autre jusqu'à aller au niveau plus max là avec la scène de l'avion là. Et un piolet. C'est absolument incroyable. Génial, et moi ce que j'adore c'est le chapitrage. T'as l'impression d'être dans une fresque. Chapitrage, on va dire voilà, on va rentrer dans une fresque de 3 heures et tout machin. Que dalle, ça dure 1h25. Générique exclu, mais bon, c'est 1h30. 1h30 sinon, tout est parfettement iconisé, tout est parfaitement clair, c'est vrai, oui, c'est gore comme pas possible. Ouais, il y a quelques des guibolles qui volent, il y a des tabasse, et puis même à un moment il y a des gorges coupées. À un moment il y a un convoi, en fait, il y a un convoi de prisonnières et puis il les libère et puis après elles vont faire un petit peu de il les libère. Elle se libère avec son aide. Elle se libère avec son aide et puis il y a une espèce de plan elles sont toutes iconisées de ouf là. Pour les aider, hein. Il y a une super conversation là dans un camion où il y a avec 2 soldats nazis où il y a une des filles qui leur explique ce qui va leur arriver en fait, quoi. 2 secondes après et après boum, pif paf plof, quoi. Voilà, c'est tout est bien iconisé. Mais c'est presque, en fait, moi j'ai ça se prend pas la tête. Ouais, puis il y a des moments c'est drôle, il y a des moments après pour peu qu'on aime un peu le cinéma gore et tout, c'est pas un film qu'il faut prendre trop au sérieux de toute façon. Non, c'est vraiment un film, c'est une série B, une récréation. Ouais, avec ce que ça a de réjouissant. Et moi il y a des moments qui m'ont fait bien rire, hein, moi franchement, mais rire avec pas contre le film, hein, avec le film. Donc voilà, exactement. Sisu de l'or ou du sang de Jean-Marie Helander. Et en l'occurrence, c'est beaucoup de sang surtout. Ouais, c'est bien, ça fait plaisir. Ça fait du bien. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, carrément fleurés. Alors, vous faites votre cinéphile ce soir. Alors on a parlé de radicalité dans cette émission, donc ça va être Nostalgia de Andrei Tarkovsky. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Sinon, un film absolument d'une beauté prodigieuse comme tous les films de Tarkovsky. C'est celui qui se passe en Italie. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte en voyant le film que sans le savoir, parce que je l'avais jamais vu, sans le savoir, je suis allé là où il y a les bains. Et ben, j'y suis allé et je l'ai même en photo. Hasard de la cinéphilie. C'est actuellement disponible sur la plateforme de France Télévisions, la plateforme de replay de France Télévisions. Mais de toute façon là, il commence à être pas mal, hein, les chaînes. Ouais, il y a Orpheum Negro aussi de Marcel Camus disponible. Il y a 2-3 trucs qui sont sympatoches. Ouais. Très bien. Il y a un Hitchcock aussi que je connais pas, que je vais bientôt regarder là, La Taverne du Jamaïque. La Taverne de la Jamaïque, c'est super, La Taverne de la Jamaïque. C'est super, La Taverne de la Jamaïque. Donc voilà. Bien. Très bien, merci. Et vous, docteur, dans un tout autre genre? Alors, on va rester dans la série B avec un film que j'ai vu un petit peu au pif qui traînait sur un disque dur chez moi. Donc, Les Clowns Tueurs venus de l'espace en français, Attack of the Killer Clowns. Des frères Chiodo. Voilà, des frères Chiodo. Avec une musique mortelle. Avec une super chanson de The Dickies que je connaissais d'abord. En fait, moi, je connaissais la chanson, mais je savais pas que la chanson était liée au film, en fait. Et donc, voilà, donc une histoire qui, comme son titre l'indique, c'est un pastiche. Là aussi, c'est un pastiche finalement assez sérieux en fait de films des années 50 avec à la place des extraterrestres des clowns tueurs venus de l'espace qui sont tout moches et qui tuent les gens mais avec des trucs de clowns. Et notamment avec des trucs géniaux, notamment ils ont des chiens chercheurs qui cherchent les survivants et c'est des chiens en ballon.
C'est des chiens en ballon qui font eux-mêmes et qui se baladent après comme ça. Et voilà, ils ont des gros maillets pour taper les gens. Enfin voilà, et voilà. Donc c'est à la fois totalement débile comme principe et en même temps c'est traité assez straight avec des acteurs qui ont tous l'air très contents d'être là. Les frères Chelou qui étaient plutôt des techniciens justement des SFX et tout comme ça, et tu sens qu'ils sont débrouillards. Il y a des trucs, quand tu vois le petit budget du film, il y a des trucs très sympas d'effets spéciaux, de maquillage, d'effets spéciaux qui sont très sympatoches. Ouais, c'est super chouette de mon souvenir, effectivement. Ouais. Justine, encore dans un autre genre. Oui, alors le premier coup de cœur, évidemment, revoir Un après-midi de chien, cinéma à revoir dimanche soir, parce que Al Pacino est peut-être toujours l'un des plus grands acteurs du monde. Et voir Al Pacino sur grand écran, évidemment. Et le film est toujours l'un des plus grands films du monde. L'homme pour qui le mot gros plan a été inventé. Quoi. Ah bah complètement. Ouais. Et dans un autre genre, un album de John Mouse qui date de 2011. Et attention, mon accent anglais va être impeccable puisque il s'agit de We Must Become the Pitiless Censors of Ourselves de 2011, album quelle musicalité plutôt électronique, un petit peu rocailleuse. Attention, on part dans du descriptif à la Télérama. Et pour finir, une personne derrière un petit peu pop intellectuelle. Voilà. Le monde de Justine. Exactement, c'est ça, fait le monde des Rouen. Alors moi, dans un autre genre, ce sera un documentaire actuellement sur Arte, Margaret Thatcher, l'inoxydable de Guillaume Podrovnik, donc sur 1h30, qui revient sur toute la carrière de la grande pute de fer. C'est bien ça. Des débuts de sa carrière, donc jusqu'à la... À compléter avec Qui a tué Maggie de William Carell. Exactement. Donc, et à ne pas compléter avec le biopic. Non, avec Meryl Streep. Et ouais, non, mais documentaire passionnant, bourré de belles images d'archives, et comme Guillaume Podrovnik est un camarade qui a de très bonnes fréquentations, rempli de chansons de punk pour illustrer tout ça, tout à fait fort à propos. Donc voilà, c'est dispo actuellement sur Arte. On va s'arrêter là. Merci Valentin, la mise en son de cette émission. Merci messieurs, merci mademoiselle. Prochaine édition pour parler d'un des plus grands scénaristes américains du siècle dernier et un metteur en scène absolument fabuleux, un gauchiste, un vrai de vrai, John Milius. Prochaine édition, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut. Bonsoir.